Bonjour et bienvenue à ce premier cours où nous allons parler de la théorie de la mesure. On va commencer tout de suite par une définition. On va considérer oméga, un ensemble qui peut être fini ou infini, qui peut être dénombrable comme n ou indénombrable comme r ou r puissance t. Et là-dessus, sur oméga, on va considérer une famille de parties qu'on note f ronde. Famille de parties, ça veut dire ensemble d'ensembles. Si f ronde satisfait les trois propriétés qui sont là, c'est-à-dire que l'ensemble oméga sur lequel on va construire des parties, donc si tout l'ensemble oméga est dans f ronde, si on a la stabilité par complémentation, c'est-à-dire que si on prend un ensemble A qui est dans f ronde, alors nécessairement A complémentaire, qui est donc oméga moins A, est dans f ronde. Ça, c'est la stabilité par complémentation. Si on a en outre la stabilité par intersection dénombrable, c'est-à-dire que si les AI appartiennent à f ronde, quel que soit I, alors l'intersection des AI est dans f ronde, eh bien, on dira que f ronde est une tribu. C'est donc une famille de parties qui vérifie ces trois propriétés suivantes. Alors, quand vous avez oméga et que vous avez défini une tribu dessus, on dira que le couple oméga f est un espace qui est mesurable. Ensuite, vous avez une remarque là qui vous dit simplement que les propriétés qui définissent la tribu, en fait, ne sont pas uniformes dans la littérature. Parfois, vous pouvez trouver dans d'autres livres que la première propriété, c'est non pas oméga appartient à f ronde, mais l'ensemble vide appartient à f ronde, ou bien une stabilité non pas par intersection dénombrable, mais par réunion dénombrable. D'accord ? Toutes ces définitions sont en fait absolument équivalentes. Et comme on a choisi la définition avec intersection, ben on va voir que la stabilité par réunion est en fait une conséquence de la stabilité par intersection et de la complémentarité. Enfin, de la stabilité par complémentation. Alors, regardons la stabilité par réunion dénombrable. Donc, on a des AI qui appartiennent à f ronde, quel que soit I. Alors, l'union des AI appartient à f ronde. Et pour la preuve, eh bien, tout cela vient d'une écriture de l'union des AI comme étant le complémentaire de l'intersection des AI complémentaires. Donc, si vous avez une tribu, qu'est-ce qui va se passer pour AI complémentaire? Eh bien, ça va appartenir à la tribu. C'est la stabilité par complémentation. Puis, l'intersection des AI complémentaires va appartenir à la tribu. C'est la stabilité par intersection. Et en fait, vous avez le complémentaire de tout ça, qui va être donc l'union des AI. Et ce complémentaire d'un élément de la tribu va appartenir encore à la tribu. Donc voilà, on a bien, en utilisant complémentation, puis intersection, puis complémentation, que l'union des AI appartient à f ronde. Alors, une fois qu'on a défini ça, il y a aussi une notion qui est très importante, c'est la notion de tribu engendrée. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser, pour une raison X ou Y, à une certaine famille de parties, et cette famille de parties ne va pas satisfaire nécessairement les trois propriétés de la tribu. Elle peut satisfaire simplement une propriété ou deux, mais pas forcément les trois, ou même aucune de ces propriétés. Donc on n'a aucune hypothèse sur la famille de parties, sur l'ensemble d'ensemble C ronde, mais par contre, cette famille de parties, on pourra toujours l'inclure dans une tribu. Et en plus, on pourra considérer la plus petite tribu qui contient cette famille de parties. On notera à ce moment-là cette plus petite tribu, sigma de C ronde. C'est donc une tribu qui contient C ronde, donc C ronde est inclus dans sigma de C ronde, et c'est la plus petite au sens de l'inclusion. C'est-à-dire que si vous avez une autre tribu, je note T ronde, qui contient C ronde, eh bien, T ronde va nécessairement contenir sigma de C ronde. Sigma de C ronde est donc plus petit que T au sens de l'inclusion. Voilà, donc on a cette définition de la tribu engendrée par C ronde, la plus petite tribu qui contient C. Et puis, on a aussi une propriété qui est très importante, à la fois pour le cours, mais aussi pour les exercices. C'est que si vous voulez démontrer que deux tribus engendrées
par deux familles de parties différentes, donc sont les mêmes. Là, vous voulez montrer que sigma de C ronde est égal à sigma de D ronde. Plutôt que de montrer, classiquement, on aurait envie de démontrer que sigma de C ronde est inclus dans sigma de D ronde, puis sigma de D ronde est inclus dans sigma de C ronde. Plutôt que de faire ça, on va simplement s'intéresser à montrer la chose un peu plus faible. C ronde est inclus dans sigma de D ronde. Puis, D ronde est inclus dans sigma de C ronde. Et si on arrive à montrer ces deux choses-là, eh bien, on aura l'égalité. C'est le sens de la proposition 1, 1, 4. Et pour la démonstration, donc, vous pouvez la regarder, hein, elle est instructive. C'est que si vous avez ça, eh bien, la tribu engendrée par C ronde, c'est inclus dans la tribu engendrée par sigma de D ronde. Or, sigma de D ronde étant déjà une tribu, sigma de D ronde se réduit à sigma de D ronde. Donc finalement ça, en prenant sigma à gauche et à droite, eh bien, on obtient, et en notant que sigma rond sigma, ça donne sigma, eh bien on obtient sigma de C ronde est inclus dans sigma de D ronde. Et comme on a la même chose en permutant les rôles de C et D, eh bien on a l'égalité finalement entre sigma de C ronde et sigma de D ronde. Les exemples de tribus engendrées, là vous en avez un. La tribu engendrée par un ensemble A, c'est tout simplement celle-là. La tribu engendrée par toute une partition, c'est tout simplement celle-là. Mais en général, on n'a pas une écriture explicite de tout élément qui appartient à la tribu. Et ça, on va voir que ce n'est pas très gênant. La tribu borélienne de R puissance K, c'est la plus petite tribu engendrée par les ouverts. Donc c'est la tribu engendrée par les ouverts. Très bien, un petit exercice, mais qui est aussi traité en TD. Et voilà, maintenant on a défini les tribus, on a défini ce que c'est qu'un espace mesurable, donc c'est un espace oméga mini d'une tribu. Oméga f est un espace mesurable, et on va pouvoir définir les mesures. Les mesures, c'est une application qui va de la tribu, d'un élément de la tribu, qui va lui associer un élément de R plus union plus l'infini, donc une valeur numérique. Cette valeur numérique va pouvoir prendre une valeur positive, ou bien elle peut prendre aussi la valeur infinie. D'accord ? Et à ce moment-là, si en plus cette application vérifie ce qu'on appelle la propriété de sigma additivité, alors on dit que nu est une mesure. C'est quoi la propriété de sigma additivité? C'est que la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures, à condition que les ensembles AI en question soient 2 à 2 disjoints. Si on suppose que la mesure de tout l'espace est finie, alors on dit que la mesure est finie. Si on suppose que la mesure de tout l'espace est égale à 1, alors non seulement la mesure est finie, mais en plus on dit que cette mesure est une mesure de probabilité. Alors, il faut faire attention que ici, dans cette égalité-là, vous avez une somme, soit de réel, soit de plus l'infini. Nu de AI peut valoir une valeur réelle, dans R+, réelle positive, mais elle peut aussi valoir plus l'infini. Plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus A, où A est un réel, c'est plus l'infini. D'accord ? Vous avez des espèces de conventions comme ça sur la somme de termes qui sont égaux à plus l'infini qui rentrent dans le cadre de cette formule. D'accord ? Il faudra faire attention que par contre, plus l'infini moins plus l'infini, là, ça ne veut rien dire. On n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on peut sommer des infinis qui sont positifs. Alors, des exemples. Premier exemple, c'est le cardinal, c'est la mesure de comptage. Nu de A, c'est tout simplement le cardinal de A. Effectivement, on se rend compte que la mesure de comptage est une mesure qui peut être infinie. Si vous comptez le nombre d'éléments dans l'intervalle 0,1, ben, il y a un nombre infini d'éléments. Dans ce cas-là, la mesure comptage de l'intervalle 0,1, c'est plus l'infini. Okay. Vous avez la mesure de Dirac, donc ça c'est une mesure très simple. On doit se fixer un point x qui appartient à oméga. Donc x est fixé. On ne parle pas de mesure de Dirac tout court, on parle de mesure de Dirac en x. Une fois que x est fixé, eh bien delta x est la mesure qui a un ensemble A associe soit 0, soit 1
suivant que x appartient à A ou x n'appartient pas à A. Ça vaut 1 si x appartient à A, 0 sinon. Le peigne de Dirac, c'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire. Ici, les coefficients de la combinaison linéaire, ça vaut 1. Combinaison linéaire de masse de Dirac. Et la mesure de Lebesgue, c'est une mesure qui vérifie la propriété supplémentaire suivante. La mesure d'un segment, c'est tout simplement la longueur du segment. Et en fait, on se rend compte que si vous avez une mesure et qu'en plus vous avez cette propriété-là, alors la mesure de tout intervalle, c'est tout simplement la longueur de l'intervalle. Un petit lemme qui nous dit que si vous avez deux ensembles avec aucune hypothèse sur ces deux ensembles, si ce n'est que ces ensembles appartiennent à l'attribut, si vous faites la mesure de la réunion plus la mesure de l'intersection, alors c'est la somme des deux mesures. Pour démontrer ça, eh bien, il faut faire un schéma, regarder A union B et A inter B. Donc A union B, c'est tout ça, A inter B, c'est tout ça. Et il faut regarder comment on va pouvoir écrire A union B comme étant cet ensemble-là, union cet ensemble-là, union cet ensemble-là. Donc c'est la somme de ces trois mesures, parce que la mesure d'une réunion d'ensembles qui sont 2 à 2 disjoints, ben c'est la somme des mesures. Donc la mesure de A union B, c'est ça, plus ça, plus ça. Et puis, moyennant quelques petits calculs que vous trouvez dans les transparences sur Moodle, eh bien, on arrive à montrer cette égalité. Enfin, les propriétés les plus importantes, les plus intéressantes pour les mesures, sont résumées dans la proposition 1, 2, 3. Donc, la proposition 1, 2, 3 nous dit que la mesure est monotone, dans le sens où si vous avez A qui inclut B, la mesure de A est inférieure ou égale à la mesure de B. Il y a ensuite une propriété de sous-additivité, la mesure d'une réunion. Vous avez vu que la sigma-additivité nous dit que la mesure de la réunion, c'est la somme des mesures de AI, à condition que les AI soient 2 à 2 disjoints. Si on n'a pas cette hypothèse-là, si on n'a aucune hypothèse sur les AI peuvent être disjoints 2 à 2 ou pas, eh bien, au lieu d'avoir l'égalité, on a l'inégalité. Donc, c'est la propriété dite de sous-additivité de la mesure. Et enfin, vous avez des propriétés de continuité. La première, c'est la continuité par réunion. Donc, la mesure de la réunion, c'est la limite à la mesure des réunions finies. Si en plus, vous avez une hypothèse que les AI sont inclus les unes dans les autres, à ce moment-là, la réunion des AI de 1 jusqu'à n, c'est simplement AN. Et donc, ça est vrai que parce qu'on a des AI qui sont emboîtés les uns dans les autres. Mais ça, par contre, est vrai tout le temps, quels que soient les AI que vous avez. Si maintenant on imagine que les AI sont emboîtés dans l'autre sens, c'est-à-dire que AI contient A2, qui contient A3, qui contient, donc ce sont des boîtes qui sont de plus en plus petites, eh bien la mesure de l'intersection est égale à la limite de la mesure des intersections finies, à condition de supposer, donc là il y a une hypothèse en plus, alors que là il n'y avait pas d'hypothèse, à condition de supposer que mu de A1 est inférieur à l'infini. Okay, pas besoin de le supposer pour tous, il suffit de le supposer pour l'un des AI. Et là, vous avez effectivement la preuve que vous pouvez lire parce que, donc la preuve de cette proposition, je vous encourage à la lire parce qu'elle est intéressante. Enfin, vous avez un petit lemme. Si vous avez la mesure de AI qui vaut 0, alors la mesure de la réunion des AI qui vaut 0. Et ça se démontre très simplement en utilisant la sous-additivité. Si vous avez tous les nus de AI qui valent 0, et la mesure de la réunion est inférieure à la somme des mesures, mais comme ça vaut 0, c'est une somme de termes qui sont tous nuls, cette somme est nulle. Donc la mesure de l'union des AI est nulle lorsque la mesure de chaque AI est nulle. Et ça, quelles que soient les relations entre les AI, donc on ne demande pas à ce que les AI soient disjointes 2 à 2. Okay, voilà, donc là vous avez la notion d'être négligeable ou d'être nul négligeable ou la propriété d'être vrai presque partout. Donc ça vous pouvez lire aussi.
Et finalement, si on reprend les points essentiels du chapitre, on a vu deux notions qui sont importantes, la notion de tribu et la notion de mesure. En général, on n'a pas d'écriture explicite d'un élément d'une tribu, mais ça ne sera pas très grave par rapport à tout ce qu'on nous demande sur les tribus. Et par contre, les tribus seront très souvent construites comme des tribus engendrées par une famille de parties qui nous intéresse. Ensuite, vous avez des exemples de mesures discrètes, c'est-à-dire à valeur discrète, soit 0, soit 1, une mesure de Dirac, ou bien des mesures continues. Donc la mesure de Lebesgue, c'est la longueur de l'intervalle. La longueur de l'intervalle n'est pas nécessairement entière, donc on a des mesures qui peuvent valoir n'importe quel nombre réel positif. Éventuellement l'infini, évidemment. Et on a vu trois propriétés fondamentales pour les mesures, la monotonie, la sous-additivité et la continuité. Si on récapitule tout ce qu'il faut savoir faire typiquement pour résoudre les exercices sur la théorie de la mesure, il faut arriver à montrer que quelque chose, ça va montrer que quelque chose est une tribu, que deux tribus engendrées sont les mêmes, que quelque chose, une application est une mesure, et savoir utiliser les trois propriétés fondamentales des mesures. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.